Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir à Studio 77 Aymeric Belot, qui est fils de vigneron à Cognac, qui connaît donc très bien le milieu agricole véritable, hein, ce n'est pas de la théorie, et qui est aussi rédacteur d'articles pour l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Donc Aymeric, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu plus avant? Je crois que tu es étudiant, c'est ça? Alors oui, je suis encore étudiant, donc je vais rentrer en deuxième année de master en management des affaires publiques donc à Paris. Voilà. Et je suis actuellement chercheur, bien sûr, à l'Institut des recherches économiques et fiscales, aux côtés de Nicolas Lecossin. Parfait. Donc c'est un des petits jeunes les plus prometteurs du parti 4 piliers. Hein. Donc, vous voyez que tous les âges sont représentés, il y a beaucoup d'énergie. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour discuter d'agriculture. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, Aymeric. J'ai un chiffre que j'aimerais que tu me commentes. J'ai découvert il y a peu, et avec stupéfaction, que les prix des terres agricoles à l'hectare sont très différents d'un pays à l'autre. Donc j'ai vu qu'en Hollande, si ma mémoire est bonne, la terre agricole coûte 50 000 € à l'hectare, et en France c'est 10 fois moins cher. Donc ça semble quand même complètement paradoxal, parce que je ne crois pas que la terre aux Pays-Bas soit vraiment 10 fois meilleure que la terre en France. Donc est-ce que tu aurais un élément de réponse, un élément d'explication? Ça, on peut tout d'abord l'expliquer par le fait du poids déjà des impôts fonciers qui pèsent sur les agriculteurs, les taxes foncières sur le non bâti dans les communes rurales. Donc, ça veut dire qu'en fait les taxes foncières en France seraient supérieures aux taxes supportées par nos voisins néerlandais. On est quand même l'un des États, oui, qui taxe le plus sur le foncier bâti et non bâti. Donc c'est une des causes explicatives à cette différence de prix. Est-ce qu'il y aurait une autre cause qui te viendrait à l'esprit? Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, les agriculteurs français sont-ils plus soumis à des entraves réglementaires qui diminueraient leur rentabilité par rapport à leurs homologues néerlandais? Ça, c'est évident. Il faut savoir que quand on parle des normes, beaucoup vont nous parler des normes européennes qui impactent les agriculteurs français. Le problème, regardez, les Pays-Bas ont des terres qui valent quasiment 10 fois plus que nous. Ce sont des réglementations purement françaises qui viennent entraver le travail de nos agriculteurs et qui de fait va faire baisser le prix de la terre tout simplement. Parce qu'en fait finalement, une terre c'est un investissement financier comme un autre. En fait ce que l'investisseur recherche c'est une rentabilité. Oui, et puis il faut aussi dire qu'en France, on a un organisme qui s'appelle la SAFER, et à faire une sorte de redistribution des terres. C'est-à-dire que la SAFER va contrôler chaque vente de terre. Et si un agriculteur vend une terre à son voisin que la SAFER juge trop cher, elle va intervenir et placer un prix qu'elle seule aura jugé bon. En fait, c'est une sorte de droit de préemption. Tout à fait, oui. La SAFER se permet d'aller ça veut dire qu'on pourrait dire à la limite qu'en France, le prix des terres agricoles, il est fixé par l'État, quoi. On est proche d'être ça quand même. C'est l'État qui décide de mettre en place une politique où les terres ont un faible prix comparé aux Pays-Bas. Normes, réglementation, SAFER et puis évidemment coût de production. C'est complètement fou parce qu'on est quand même censé être dans une économie libre et ça veut dire que le prix, en fait, il n'est pas libre. Parce que le prix, c'est quand même la base de l'économie libre. Si on ne peut pas avoir un prix libre, on n'est pas dans une économie libre. Non, la France n'est clairement pas dans une... Nous ne sommes pas une économie libre. Quand on voit, rien que pour l'agriculture, quand on voit le nombre de fonctionnaires par rapport au nombre d'agriculteurs, le nombre de normes, le nombre de réglementations, on veut se dire que l'agriculteur n'est clairement pas libre de son travail. En termes de fonctionnaires, j'ai lu dans un des articles de l'IREF justement qu'en France, il y a 16 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture, alors qu'en Allemagne, il n'y en a que 900. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce paradoxe? C'est une différence énorme quand on se rend compte. Parce que le nombre d'agriculteurs en Allemagne, il doit être à peu près équivalent à celui de la France, je suppose. Il est même plus bas. Il est un petit peu plus bas en Allemagne. Ouais. Le fait que l'Allemagne soit un État décentralisé
peut expliquer cette différence de nombre de fonctionnaires. Mais ce qui est troublant, c'est qu'en France, le nombre d'agriculteurs ne fait que diminuer chaque année. Oui. Et alors, alors si je me rappelle bien, en France, en 1980, il y avait pratiquement 2 millions d'agriculteurs et maintenant, il n'y en a plus que 900 000. Voilà, c'est ça, 900 000 et maintenant on est même un petit peu moins, on s'approche des 800 000. Est-ce que le nombre de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture a diminué en proportion de la diminution du nombre d'agriculteurs? Pas du tout, pas du tout. Sur la période de 1980 à 2005, si je me souviens bien, les effectifs ont augmenté de 6,5% au ministère de l'Agriculture. Donc ça veut dire que le nombre d'agriculteurs à gérer, entre guillemets, diminue, il est divisé par 2, et le nombre de personnes qui gèrent, entre guillemets, toujours les agriculteurs, lui, il augmente. Tout à fait, c'est un peu la loi de Parkinson qui fait que dans une administration, il y a de moins en moins d'administrés, mais par contre, ceux qui administrent les gens, le nombre monte en flèche. Et on arrive aujourd'hui à une situation où, en France actuellement, il y a un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture pour 20 agriculteurs. C'est l'une des professions qui est la plus réglementée et la plus administrée. Bon, on va donner quelques exemples ensuite de ce que ça signifie concrètement pour la vie de l'agriculteur de tous les jours. Mais je voudrais revenir sur cette loi de Parkinson parce que c'est quelque chose que les Français ne connaissent pas, qui est absolument troublant. Donc Parkinson, c'était un Anglais qui a étudié le fonctionnement des administrations et il s'est rendu compte qu'en fait, les effectifs d'une administration ne sont absolument pas corrélés au travail à effectuer. Qu'en fait, pris sur une longue période, si l'administration n'est pas sévèrement contrôlée par des politiciens courageux et énergiques, eh bien, le taux d'augmentation annuelle des effectifs, il est constant, quelle que soit la fluctuation du travail à effectuer. Donc ça s'explique par le conformisme, une sorte de corporatisme qui se met en place. Ce sont des accords tacites, ce ne sont pas forcément des gens qui planifient. Il n'y a pas des gens qui se réunissent dans un bureau pour organiser secrètement l'augmentation de leurs effectifs. C'est juste que vous avez un fonctionnaire A qui va donner du travail au fonctionnaire B, qui va lui donner du travail à un fonctionnaire C, qui redonnera du travail au fonctionnaire A. Donc tout le monde travaille. Mais finalement, le service rendu aux citoyens, c'est-à-dire à ceux qui payent les impôts, eh bien, il n'est pas évident. Oui, puis on peut parler également de la politique agricole commune qui a fait qu'en donnant des aides aux agriculteurs, en les rendant dépendants des subventions, on les administre encore plus et on les contrôle encore plus. Et ces subventions ne sont qu'une illusion de richesse, mais ce n'est pas une illusion en termes d'augmentation du nombre de fonctionnaires. Très clairement, on voit une corrélation par rapport à ça, depuis l'arrivée de la PAC et l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, quand le nombre de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture augmente, finalement, le nombre de formulaires à remplir, il doit augmenter lui aussi. Le temps consacré par les agriculteurs à nourrir cette administration, il doit augmenter. Tu as un exemple peut-être ? Et d'ailleurs, c'était un sondage de la mutualité sociale agricole, qui est l'équivalent de la sécurité sociale pour les agriculteurs et pour les personnes du monde agricole, montrait qu'un paysan français, un agriculteur français, en moyenne, passait 57 heures à travailler la terre. Et parmi ces 57 heures… Par semaine. Par semaine. Et parmi ces 57 heures par semaine, il passait 9 heures à ne faire que remplir donc 9 heures d'administratif pour… Et pour 12% d'entre eux, c'était plus de 15 heures. Et ça, on comprend donc les dossiers PAC, également les dossiers par rapport à plein d'autres choses, aux plantations, aux semis, etc. Et ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Oui, et puis en fait, là, on a quelques exemples à vous donner. Il se trouve que moi, cet été, j'ai eu la possibilité de discuter avec un jeune viticulteur qui vient de s'installer. Et donc là, on voit concrètement ce qui se produit quand une administration grossit trop. Ce jeune viticulteur m'a expliqué que dorénavant, il est obligé de se payer des stages de formation, entre guillemets, pour répandre la bouillie bordelaise et le soufre, qui sont les éléments de base pour soigner les vignes. En agriculture. Donc ça fait 10 ou 15 ans qu'il utilise ces produits avec professionnalisme, et là il a dû débourser 400 € et perdre 2 jours de travail
pour qu'une personne qui n'a jamais mis les pieds dans une vigne lui apprenne comment utiliser ces produits qu'il utilise quotidiennement. Donc là, on marche sur la tête, quoi. Et on voit le nombre de stages obligatoires augmenter, et des stages où les agriculteurs n'apprennent rien du tout. Limite, ce sont les agriculteurs qui vont faire la formation, qui vont payer bien sûr, qui vont apprendre des choses à ceux qui leur donnent des conseils. Donc on marche clairement sur la tête. Est-ce que, d'après toi, Aymeric, on peut parler d'une étatisation rampante de l'agriculture via les taxes, les normes et les subventions? Étatisation, oui, disons qu'on rend de plus en plus dépendants les agriculteurs, on les rend de plus en plus dépendants vis-à-vis de l'État. Ça, c'est clair et ça se vérifie. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté de l'agriculteur, elle a quand même diminué. Ah, très Parce que théoriquement, un agriculteur, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui décide lui-même de faire telle ou telle culture, il décide des dates, des semences qu'il va utiliser, il prend ses risques. Et si ça fonctionne, il le vend au prix qui lui convient, enfin, à l'accord qui est trouvé avec l'acheteur, et donc il encaisse les gains comme les pertes. Est-ce que c'est encore comme ça? On peut voir un nombre de normes et de réglementations. On peut se dire que, prime abord, l'agriculteur, c'est la personne la plus libre qui soit. En réalité, non. Le problème, c'est qu'on empêche l'agriculteur de travailler sa terre. C'est ça qui est grave. On va lui interdire des produits sans aucune possibilité de remplacement, ouais. De changer. Et on le voit par exemple avec la betterave. En 2016, Madame Barbara Pompili, qui était secrétaire d'État à la transition écologique, a milité pour interdire des produits qu'on appelait néonicotinoïdes. Ouais. Et aujourd'hui, enfin cette année, il y a une crise grave, donc une jaunisse qui a touché les plants de betterave et on fait qu'il y a eu des pertes de 40 à 50% de rendement. Et cette même Barbara Pompili, qui est aujourd'hui ministre de l'écologie, est revenue sur sa propre décision en disant qu'on ne pouvait pas se passer d'un produit tant qu'on n'avait pas d'alternative. Elle vient juste de s'en rendre compte en ayant créé une grosse crise. Donc en fait, ça ne gêne pas les constructivistes de dire une chose et son contraire 3 ans après. Surtout qu'ils ne risquent rien, eux ne sont pas sanctionnés. Alors que l'agriculteur, lui, s'il ne peut plus faire son travail, il perd ses récoltes et puis il met la clé sous la porte. Il y a des agriculteurs qui ont perdu de la moitié de leur récolte là, cette année, sur décision politique. C'est une crise très grave. Et le gouvernement essaye un peu d'attendrir les agriculteurs, les producteurs de betteraves, en disant on va vous autoriser spécialement pour vous une dérogation pendant 2 ans, mais il n'y a aucune personne ne sait si dans 2 ans il y aura une alternative crédible à ce produit-là. Donc on est dans l'éphémère, on est dans le pur politique et sans aucune vue derrière. Moi, tu sais qu'ici, nous sommes en Seine-et-Marne, c'est le pays de la céréale, et il se trouve que ici dans mon village, j'ai un voisin qui est agriculteur, enfin qui était agriculteur, il vient de jeter l'éponge. Et il me disait, donc lui il faisait beaucoup de blé, des choses comme ça, il me disait en fait, quand on prend un petit peu de hauteur, on se rend compte que de nos jours, être agriculteur, c'est essentiellement vivre de subventions, c'est être un chercheur de subventions. C'est ça, mais on l'a entretenu, c'est l'État qui l'a cherché ça. Il les cherche par tous les moyens à appauvrir l'agriculteur, et ensuite, une fois que l'agriculteur a du mal à vivre, on dit attends, on va te donner des subventions, et puis après, à condition d'obéir. À condition que tu nous fasses ça, ça et ça. Donc arrivent les contrôles des multiples organismes étatiques, très forts pour contrôler, et l'agriculteur après, il se sent dépendant des aides, alors qu'en réalité, sans ces contrôles, sans ces normes abusives, sans ces réglementations qui n'ont ni queue ni tête, l'agriculteur, il vivrait juste de son travail et pas seulement de subventions qui ne sont finalement qu'un peu de rendu de ce qu'on prend à l'agriculteur. Et est-ce qu'il en vivrait mieux s'il n'y avait pas du tout d'intervention de l'État? Est-ce que l'agriculteur arriverait à avoir plus de revenus que ce qu'il a aujourd'hui avec l'intervention de l'État, les subventions, etc.? Prenez un exemple simple. Moi, je suis allé en Suisse cet été. Ouais. Les agriculteurs suisses ne sont pas dans l'Union européenne, donc ne bénéficient pas de la politique agricole commune, n'ont pas un État qui suradministre, qui surnorme. Ne subissent pas. On pourrait dire ne subissent pas. Ne subissent pas, et vous allez en Suisse, vous allez des tracteurs dernière génération, des grandes fermes, mais ça pour toutes les fermes. Autant en France, on peut se dire… Sans aucune subvention. Non, les agriculteurs suisses, ou alors
très très peu, mais ne vivent pas de subventions, ils vivent de leur travail. Et un exemple simple également, c'est qu'on a interdit la culture de tabac en France. Ouais. On n'a fait que tabasser de normes et de réglementations les agriculteurs qui produisaient du tabac en les assimilant à des trafiquants de drogue. Ouais. C'était quand même pas loin d'être ça. Vous traversez les Alpes, vous allez en Suisse, des grandes fermes de tabac qu'après les Suisses nous vendent. D'accord, bon, on marche sur la tête, quoi. Très clairement. Très bien. Oui, mais moi j'avais justement une petite anecdote qui vient toujours de mon voisin céréalier. Il me disait qu'il y a eu une époque, puisque les subventions de l'Europe dépendaient du rendement à l'hectare, il y a eu des semences qui ont été produites de blé ultra lourd. Donc c'était un blé formidable parce qu'il permettait de récupérer un maximum de subventions, mais ce blé était tellement bodybuildé en quelque sorte qu'il n'était même pas utilisable pour faire du pain. C'est-à-dire qu'en fait on se retrouvait avec des tonnes et des tonnes de blé totalement inutilisables, mais en fait qu'il soit utilisable ou pas, ça n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était sa capacité à permettre à l'agriculteur de récupérer des subventions. Et ce qui est impressionnant, c'est que les subventions de la PAC sont liées au rendement que va produire l'agriculteur. Et le problème, c'est qu'on va empêcher l'agriculteur d'atteindre ce rendement par la norme et les surréglementations. Donc c'est clairement un cercle vicieux qui n'en finit pas. D'accord. Et en ce qui concerne l'innovation en agriculture, j'aimerais bien qu'on explore ce champ, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un secteur qui est très dynamique, mais un peu entravé. L'innovation en agriculture, notamment en viticulture, je crois qu'il y a beaucoup de techniques qui sont explorées actuellement pour justement se permettre de se passer au maximum de pesticides. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Alors on sait que le gouvernement français a pour objectif d'interdire le glyphosate d'ici 2022. Le problème, c'est qu'une interdiction du glyphosate sans substitut… Le glyphosate, c'est le Roundup, hein, c'est un désherbant, c'est ça. Ouais. Un désherbant très efficace d'ailleurs, le meilleur sur le marché. Et le problème, c'est qu'une interdiction du glyphosate sans substitut entraînerait une perte de 40% du rendement national. Ah, 40%. Ouais. 40%. Donc ça veut dire qu'on ne serait plus autosuffisant en nourriture en fait. Très exactement. Et du coup, y a des entreprises qui essayent d'innover. Et le problème, c'est que l'innovation prend du temps. Et le politique décide une telle date, mais personne ne sait si, d'une part, l'innovation va arriver au bout, si elle va être efficace et surtout si elle va être bon marché. Si c'est pour que l'agriculteur paye 5 ou 6 fois plus cher que de ce qu'il mettait dans ses champs avant, ça ne va pas du tout être pour lui détruire sa et ça va les détruire encore plus. Donc laissons le temps à l'innovation et une fois qu'un substitut arrive, essayons-le. Si on voit que ça marche, mettons-le sur le marché. C'est-à-dire qu'en France, en fait, on est vraiment dans un système centralisé. Ça se décide à Paris par des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un champ ou dans une vigne. Et en fait, c'est aux citoyens de s'adapter immédiatement. Voilà, l'agriculteur subit toutes les décisions qui viennent de Paris et qui l'entravent même pour travailler. Je vais donner un exemple très simple. Nous, en viticulture, on reçoit, et même en agriculture, on reçoit du matériel qui est normé avec les normes françaises. On ne peut même pas s'en servir comme l'on veut. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cages de protection qui sont mis à certains endroits, etc. Ah, d'accord. Et donc, du coup, certains agriculteurs travaillent soit hors des normes, en illégalité, ou même parfois, tellement le surplus de normes est phénoménal en France, travaillent sans même savoir s'ils sont dans la légalité ou pas. Ouais, en fait, et ça, on ne voit ça qu'en France. C'est quelque chose qui est quasiment inévitable. Quand on a une telle production normative et législative, au bout d'un moment, ça donne tellement de tournis, on finit par ne plus savoir si on est dans les clous ou pas. Hein. Et je voudrais revenir sur ce côté centralisé et parisien en fait de la décision qui s'applique à l'agriculture. Donc deuxième anecdote, toujours avec mon petit viticulteur que j'ai rencontré cet été, il me disait que dorénavant, et il disait ça en rigolant, hein, que dorénavant il y avait un grand plan de subvention
au niveau des troupeaux de brebis. Alors c'était une subvention qui correspond à, de mémoire, 200 € par tête, à condition que le troupeau ne dépasse pas 25 brebis. Donc il m'a dit, écoute, moi j'ai des terres qui sont totalement incultes et que je ne peux pas utiliser, je vais mettre mes 25 brebis, je viens de les acheter. Et donc ces 25 brebis à 200 € par an, ça va quand même lui faire une somme rondelette tous les ans. Et je lui dis, mais c'est quoi le but? Alors tu vas devenir éleveur en quelque sorte. Il dit, ah ben non, moi je ne vais pas les vendre. Ça ne m'intéresse pas, c'est trop compliqué. De temps en temps, j'irai en tuer une pour la manger. Mais je lui dis, mais alors c'est quoi l'intérêt? Parce que c'est quand même mes impôts qui financent ce truc-là. Il dit, je ne sais pas. C'est certainement pour que ça soit agréable à l'œil pour les vacances de ces décideurs, pardon. Mais en fait, on se retrouve avec un système qui est totalement hors marché, un système qui va arriver à des incohérences qui ne seraient jamais apparues sans la subvention. On va avoir une multiplication de troupeaux de 25 brebis sans aucune finalité. Et on en arrive dans les cas, la subvention, l'État, notamment par la politique agricole commune, donc l'Europe, va financer la non-production. C'est très récent. Vous avez des terres en fermage, c'est-à-dire les terres qui ne sont pas cultivées, vont être subventionnées à hauteur de, je ne me rappelle plus exactement, 150 €. Donc on subventionne le fait de ne pas cultiver. Et pour certains agriculteurs, ce sera même plus rentable finalement d'avoir que des terres en fermage que d'avoir une production qui ne rapporte rien. Donc finalement, avec ce genre de politique, la production totale française, elle va diminuer là. Déjà, il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, on était le 3e producteur mondial en termes agricoles et le 1er européen. On est le 6e mondial et le 3e européen, et les Pays-Bas et l'Allemagne nous sont passés devant. Les Pays-Bas, c'est quand même un tout petit pays qui doit être équivalent à 1 ou 2 régions françaises, arrive à avoir une production supérieure à toute la France. Avec des terres agricoles moindres. Et c'est là on se pose la question. On nous dit sans cesse, on tape sur l'Europe et la PAC, mais regardez comment ça se passe aux Pays-Bas. Qui deviennent la première puissance agricole européenne, et l'Allemagne qui suit juste derrière. Et la France qui... Ça veut dire que si on adoptait l'exemple des champions, qu'on s'inspirait de ce que vivent les agriculteurs hollandais, c'est-à-dire avec le même niveau de normes qui doit être assez bas, je pense, le même niveau de taxes qui doit être lui aussi assez bas, des politiciens qui leur lâchent les baskets, permets-moi l'expression. Qui laissent faire les agriculteurs, qui les laissent travailler, parce que seuls les agriculteurs savent comment il faut travailler leurs terres. Donc si on faisait ça, on pourrait sans problème redevenir les premiers en Europe, parce qu'on a quand même des terres exceptionnelles. On a des terres exceptionnelles, on a des agriculteurs exceptionnels, l'agriculture française est un modèle. Sur beaucoup de points de vue. Surtout, on a une image très appréciée à l'étranger. Enfin, l'agriculture française, à l'étranger, c'est quand même une marque de qualité. Et il n'y a qu'en France, finalement, où on fait de l'agribashing sur l'agriculteur français, en disant que c'est un empoisonneur, en disant qu'il pollue à tout va, avec notamment les reportages biaisés de Madame Élise Lucet, financés par l'argent public, puisque ça passe sur la télévision publique. Mais alors, c'est quoi l'objectif de tout ça? Parce que si on continue, on finira par ne même plus être autosuffisant au niveau agricole, en étant le pays qui a les meilleures terres du monde. Surtout qu'en plus, l'État français interdit des choses à nos agriculteurs, mais il fait venir dans le même temps des produits des produits agricoles qui utilisent des pesticides, des insecticides qui sont interdits en France depuis des années. Donc en fait, c'est une politique qui revient à se tirer une balle dans le pied. Tout à fait. On se demande qu'est-ce qu'ils cherchent. Est-ce qu'ils cherchent ce qui est plus de paysans en France? On peut vraiment se poser la question. Je tiens à rappeler quand même que c'était en 2015, chiffre de la Mutualité sociale agricole, 600 agriculteurs se suicident chaque année. Ça fait quasiment 2 par jour. Ouais, en fait, ça vient de quoi cette déprime? En fait, c'est le fait de ne plus pouvoir vivre dignement de sa production. D'une part, de ne plus pouvoir vivre dignement. C'est très déprimant, ça. D'une part, de ne plus pouvoir vivre dignement de sa production, avec des prix très bas, et surtout de ne même plus pouvoir faire son métier.
d'être ultra réglementé, d'être ultra normé et d'avoir la peur du contrôle. Ouais, parce qu'il faut quand même le rappeler, un agriculteur, c'est quand même quelqu'un qui aime la terre. C'est quelqu'un qui aime son métier. Et c'est vrai que se retrouver chasseur de subventions, finalement intermédiaire entre paysans et administratifs, c'est pas forcément très épanouissant pour quelqu'un qui aime la terre. Oui, et puis je vais vous donner un exemple. C'est un couple d'amis de ma famille qui était éleveur laitier en Charente. Ils avaient une exploitation où ils avaient 80 bêtes. C'est quand même pas une toute petite exploitation. Ouais. Ils aimaient leur métier profondément et d'ailleurs les dernières années où ils exerçaient, ils avaient 30 000 € de dettes par an, ce qui est déjà considérable. En 3 à 4 ans. Ça veut dire qu'en travaillant au maximum, en fait, ils n'étaient pas rentables, quoi. Ils n'étaient pas rentables, ils travaillaient 7 jours sur 7, pas du 24 heures sur 24, mais il fallait se lever pour traire les vaches, etc. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler de l'esclavage volontaire. Et arrive dans les dernières années une mise aux normes qui a tué bon nombre d'éleveurs laitiers, une mise aux normes qui devait leur coûter 200 000 € à mettre en place. Donc, là, ils ont jeté l'éponge. Ils ont arrêté maintenant. Le mari du couple est paysagiste. Et c'est ce qui nous disait que finalement, ce qu'ils veulent, c'est que les paysans deviennent les paysagistes de la campagne. On arrive à ce point-là. Est-ce qu'on peut parler de vision bobo idéalisée de l'agriculture et de la France périphérique? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que les bobos, ça leur plaît de voir un paysan avec une charrue tirée par un bœuf ça... C'est le côté pittoresque en fait qui est recherché presque. Limite, on a l'impression que c'est ça, revenir à ça. Nous, on reste comme on est dans notre monde ultra connecté, on est très bien. Vous, par contre, maintenant, n'utilisez plus de tracteurs, n'utilisez plus de produits. Puis nous, quand on va en vacances, ça fait de jolies photos. Alors, Aymeric, j'ai une question à te poser. Je voudrais savoir si, pour un viticulteur, c'est facile de trouver du personnel pour faire les vendanges. On arrive à la saison des vendanges, donc c'est une question qui est brûlante, c'est l'actualité. C'est très difficile pour les viticulteurs. Il faut savoir que beaucoup de viticulteurs travaillent de façon mécanique pendant les vendanges, avec des machines à vendanger. Mais même pour ce qu'on appelle donc les relevages, c'est-à-dire ranger les branches des vignes dans la vigne entre des fils pour que la vigne tienne tout simplement. Très difficile pour nous de trouver des saisonniers, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient actifs. Alors comment on pourrait expliquer ça? Pourquoi les Français ils sont feignants ou ils sont coincés par ce qu'on appelle la trappe à pauvreté? C'est-à-dire le fait d'avoir peur de perdre les aides sociales si jamais on a des revenus. C'est quoi l'explication? C'est tout à fait ça. On a beaucoup de personnes qu'on a contactées par téléphone et qui nous disent que finalement, s'ils travaillent un mois, ils vont perdre telle aide ou telle aide et que ça sera un coût supplémentaire. Vous comprenez, je devrais prendre ma voiture, faire une vingtaine de kilomètres, mettre de l'essence. Je serais moins gagnant à travailler en ayant un petit peu plus du SMIC qu'en restant à ne toucher que les allocations chômage ou même parfois juste le RSA. On est clairement dans une trappe à pauvreté française qu'entretient l'assistanat. Alors, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu penses, toi, à titre personnel, de l'impôt négatif, c'est-à-dire une somme qui serait allouée à chaque citoyen tous les mois sans condition de ressources, couplée à la disparition de toutes les autres aides sociales, bien sûr, et à un impôt à taux unique, une flat tax, qui serait du coup facile à comprendre. Est-ce que tu penses que si on passait à un système comme celui que je viens de te décrire, donc impôt négatif de Milton Friedman plus flat tax, on aurait encore ces effets de seuil qui brident la possibilité pour certains d'aller faire les vendanges? Je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'entraves et que les gens seraient plus enclins à aller travailler avec un système comme ça, qui fait qu'ils ne perdraient pas, qui seraient gagnants à travailler. En fait, on casse les effets de seuil. C'est-à-dire, dès le premier euro rentré, il y a un gain de pouvoir d'achat. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'en France, quand même, on empêche les gens de travailler. Quelqu'un qui travaille sera plus pénalisé que quelqu'un qui ne travaille pas. Oui, il y a plein d'exemples de gens qui, effectivement, en prenant un emploi au SMIC, finalement, avec tout ce qu'ils vont perdre comme aide, ça peut atteindre des sommes considérables, se retrouvent avec un niveau de vie qui diminue
Oui. en prenant un petit boulot, quoi. Oui, puis avec des impôts qui les écrasent, donc c'est clairement, C'est ça, ouais. ça peut être une bonne idée. L'objectif, un État libéral aurait pour politique d'inciter les gens à travailler. C'est ça. En fait, il ne faut jamais oublier que la prospérité de tous, c'est la somme des productivités de chacun. Tout à fait. Donc, pour qu'il y ait une prospérité générale, pour que tout le monde soit tiré vers le haut, eh bien, il faut que tout le monde s'y mette et se retrousse les manches, bien entendu. Donc, le système actuel, il n'est pas conçu pour qu'il y ait une prospérité générale, hein, tout simplement. Tout à fait. Bon, eh bien, écoute, Aymeric, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Est-ce que tu as des questions supplémentaires que tu voudrais aborder? Pas spécialement, je voudrais juste vous présenter un livre qui, je pense, pourrait intéresser beaucoup de personnes. Donc, c'est écrit par Marie de Greff-Madelin et Frédéric Paillard, et ça s'appelle Normes, réglementation, mais laissez-nous vivre, aux éditions Plomb. Et c'est un livre qui retrace non seulement toutes les aberrations des normes au niveau agricole, mais également dans tous les secteurs de l'économie française. C'est un livre que je vous recommande. Merci beaucoup, Aymeric. Merci à vous.